j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous allons donc parler d'un sujet un petit peu spécial qui sort un petit peu du contexte luxe puisque comme vous le savez pour ceux qui me suivent déjà depuis un certain temps, en début d'année donc j'ai acheté ma résidence principale et je vous avais fait part des différents leviers pour pouvoir vous aider justement à faire l'acquisition d'un achat immobilier et donc en l'occurrence d'un achat immobilier de la résidence principale, puisque vous pouvez acheter un bien immobilier aussi pour louer, donc ce qui est encore autre chose. Mais là, on va vraiment rester sur la résidence principale. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Olivia, bienvenue sur ma chaîne. Comme vous l'aurez compris, c'est une chaîne qui parle de luxe, mais il m'arrive, souvent d'ailleurs, de parler de d'autres sujets, comme là en l'occurrence pour cette vidéo, nous allons parler achat immobilier, mais il m'arrive aussi de parler de d'autres sujets, voilà, donc je vous laisse le soin en tout cas pour tous les nouveaux de visionner les différentes vidéos que j'ai sur ma chaîne qui vous permettront déjà d'en savoir un petit peu plus sur moi et également de voir les différents achats que j'ai pu effectuer dans le luxe ou tout simplement les différents conseils que je peux vous proposer à travers bien sûr mon expérience. Mais aujourd'hui donc nous allons bien sûr parler du sujet de l'achat immobilier. Mais bien sûr, comme vous le savez tous, le fameux petit soglant, pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker si ce type de contenu vous plaît également, puisque là on sort un petit peu du contexte achat luxe. Mais bon, quoique pas tant que ça, hein. Mine de rien, un achat immobilier aujourd'hui c'est quand même devenu du luxe, donc on peut aussi dire que ça rentre totalement dans un achat luxe. Mais écoutez, on va enchaîner tout de suite, donc n'hésitez pas en tout cas à me lâcher des petits commentaires, hein, si toutefois c'est le parcours du combattant pour vous. Si vous avez des questions, si je peux vous aider, vous apporter aussi une aide, aussi petite ou moyenne soit-elle, c'est toujours intéressant. C'est vrai que on entend de tout et du n'importe quoi, d'ailleurs comme n'importe quel sujet, vous me direz. Mais en tout cas, n'hésitez pas, puisque je pourrais vous répondre à travers vos commentaires. Et j'espère en tout cas que cette vidéo vous permettra d'y voir un petit peu plus clair et pourra également vous aider. Puisque comme je viens de le dire tout à l'heure, on entend, on voit, on lit de tout et du n'importe quoi. Et malheureusement, au moment de faire les démarches, on entend tout autre chose. Donc écoutez, ce sont ces différents points que nous allons donc voir ensemble. Sachez également une chose, je ne suis pas du tout agent immobilier, je ne travaille pas du tout dans le milieu de l'immobilier. Je vous fais part, encore une fois, de ma propre expérience, si ça peut bien sûr vous aider. Mais après, voilà, tout ce que je vais vous dire et tout ce dont je vais vous énumérer en quelques minutes, ce sont des choses que vous pouvez très bien retrouver également sur internet. Vous pouvez aussi faire appel à des prestataires pour ça, hein, pour vous donner toutes les infos possibles. Ça existe, hein, mais on va revenir tout ça d'ici quelques minutes. C'est parti. Alors, avant de parler des différents leviers qui existent, parce que oui, il y a plein de choses qui existent, mais on va y revenir tout à l'heure dans cette vidéo. Mais avant de parler de tout ça, la première chose déjà à définir, vous me direz c'est un petit peu comme un achat luxe. Avant d'acheter un produit luxe, on se dit quoi? On se demande est-ce que ça en vaut la peine? On se demande est-ce que j'en aurai effectivement l'utilité ou pas? Est-ce que c'est un bon investissement si bien sûr c'est un achat luxe que vous faites pour l'investissement? Ou si c'est bien sûr un achat plaisir? Vous voyez, toutes ces petites questions, ce sont des choses bien sûr à se poser avant même de vous dire je vais voir mon banquier. Vous voyez, c'est vraiment la première chose à vous poser. Vous, qu'est-ce que vous souhaitez? Est-ce que vous souhaitez faire de l'investissement immobilier, donc acheter plusieurs biens immobiliers de manière à les louer par la suite et qu'ils s'autofinancent? Ça aussi c'est possible, mais ça j'en parlerai pas dans cette vidéo parce que sinon elle va être trop longue. Si vous voulez une prochaine fois, dites-le moi en commentaire, on pourra aborder ce sujet-là aussi. Mais aujourd'hui cette vidéo va vraiment parler de la résidence principale. Donc, pour revenir à ce que je disais, si effectivement vous projetez d'acheter, avant d'acheter, il faut vraiment se poser les bonnes questions. Donc vous voyez, on revient encore comme pour le luxe. Oui, ce sont des achats qui n'ont rien à voir en termes d'argent. Hein. Là, on parle d'immobilier, donc c'est des sommes beaucoup plus folles, entre guillemets. Mais la base reste la même. Toujours se poser les bonnes questions. Pourquoi, comment, etc. Voilà, donc là je ne vais pas faire un cours de... Mais en tout cas voilà, c'est très important. Avant même de courir aller voir son banquier, parce qu'il y en a plein qui font ça, ils vont directement voir le banquier, ils se disent c'est le boulot du banquier, donc ils vont pouvoir leur donner toutes les informations. Non, oui c'est le devoir du banquier, mais le banquier va vous donner
les informations dont vous avez besoin par rapport à votre prêt. Il ne va pas rentrer dans tous les détails, sinon bah, votre rendez-vous il va forcément être très très long. Donc, vous posez les bonnes questions, c'est la règle. Pourquoi? Comment? Combien de temps? Parce que ça aussi, il faut vous demander, est-ce que c'est un crédit que vous voulez faire sur 15 ans, sur 10 ans, sur 20 ans, sur 25 ans? Est-ce que vous voulez acheter votre composition familiale aussi? Est-ce que vous voulez acheter parce que vous êtes seul et vous voulez donc acheter votre résidence principale en étant solo? Est-ce que vous voulez acheter une résidence principale parce que vous avez votre mari, vos enfants? Vous voyez, il y a plein de choses qui diffèrent. Et forcément, en fonction de toutes ces choses-là, le dossier va être différent. Et c'est pour ça que c'est très important. Vous prenez une feuille blanche ou un fichier Excel, ce que vous voulez, mais vous vous posez ces bonnes questions. Admettons, je suis seule. Voilà, je suis seule. J'ai quel âge? Parce que ça aussi c'est important, votre âge. J'ai 30 ans, allez, j'ai 30 ans. Je suis solo, j'ai 25, 26, 27, bref, quel que soit l'âge. Voilà, vous gagnez tant par mois. Ça peut être 1000, 1500, 2000, 2005, 3000, etc. Tac, vous mettez également vos charges. Combien il vous reste à la fin du mois? Ça, c'est des choses. Vous notez, il me reste à la fin du mois tant. Aujourd'hui, alors je ne parle pas des achats ponctuels. Si vous faites des achats ponctuels, voilà, vous ne les comptez pas dans vos charges. Je parle vraiment des charges fixes qui sont récurrents et qui reviennent tous les mois. Donc ces charges-là, vous les notez également. À l'arrivée, vous déduisez combien il reste. Vous n'incluez pas votre loyer. Combien il reste? Je ne sais pas, il reste 500, 1000 euros, 1500, en fonction de vos revenus. On est tous différents. Donc en fonction de ça, vous faites votre petit calcul. Ensuite, très important, aujourd'hui, vous avez réussi à épargner combien? Vous avez, alors ça aussi, on pourrait y revenir, mais c'est très important. Quand vous avez votre salaire à la fin du mois, combien vous arrivez à mettre de côté tous les mois? Encore une fois, je ne parle pas des dépenses, je parle vraiment de ce que vous arrivez à bloquer tous les mois de côté. C'est très important, parce que pour revenir au banquier, le banquier va regarder ça aussi. Est-ce que vous avez des économies? Est-ce que vous êtes quelqu'un, dès que vous avez votre salaire, tout part? Ou est-ce que vous pensez à retirer un petit peu d'argent de côté, que vous mettez dans un compte autre que votre compte courant, de manière à épargner? Ça, c'est très très important, l'épargne. Donc, on est d'accord, je n'ai pas parlé de montant, parce qu'en fonction de vos revenus, l'épargne ne sera pas la même. Quelqu'un qui gagne 1000 euros ne va pas forcément pouvoir épargner 600 euros tous les mois. Quelqu'un qui gagne 2 ou 3 000 euros pourra forcément épargner plus, du moins normalement. Mais là, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Là, encore une fois, je survole, parce que sinon, la vidéo va être beaucoup trop longue. Mais c'est pour vous donner déjà une idée. Mais honnêtement, notez, moi vous savez, il y a une chose que je fais tout le temps, je suis très manuelle, même si j'utilise l'ordinateur, même si j'utilise mon téléphone ou je fais des notes. Mais prenez une feuille de papier, notez tout ça, tout ce que je suis en train de vous dire, notez-les. Faites-vous vous-même votre petit quadrillage. Voilà, je gagne tant, il me reste tant à la fin du mois. Mon loyer est de tant. Pareil, ça aussi, est-ce que vous voulez acheter avec un équivalent en termes de loyer? Je dis une bêtise, si admettons vous payez 500 euros de loyer, est-ce que ce que vous voulez acheter soit équivalent à ce montant-là? Ou est-ce que vous êtes capable, grâce à votre épargne ou grâce à ce qui vous reste à la fin du mois, de pouvoir augmenter un petit peu? C'est-à-dire si vous payez 500 euros par mois, est-ce qu'aujourd'hui il est possible de payer 600 ou 700 euros par mois je dirais pas de loyer, mais de crédit? Et ça, c'est quelque chose c'est à vous de le faire, c'est pas à votre banquier de vous dire voilà, il y a ça, ça, ça. Non, vous devez faire vos comptes, vous devez vérifier combien il vous reste à la fin du mois, en ne comptant pas vos dépenses de chez Zara, vos dépenses chez Dior, vos dépenses chez X et Y. On parle vraiment des charges fixes. Aujourd'hui, il vous reste, je sais pas, vous payez 500. Alors attention, je dis 500, c'est un exemple, hein. 500 euros, je pense que tous ceux qui habitent en province notamment, je pense qu'ils peuvent facilement payer ce genre de tarifs, de loyer. On sait bien qu'en région parisienne, en tout cas pour ceux qui sont en région parisienne, les loyers sont beaucoup plus élevés. Je n'ai pas parlé des cas spécifiques, parce qu'il y a des gens qui arrivent à payer 500 euros, mais là encore, ce sont des cas spécifiques. Donc voilà, donc tout ça, toutes ces petites choses ajoutées bout à bout sont vraiment à vérifier, parce que ce sera pris en compte dans votre calcul.
Votre reste à vivre, vous voyez, je parlais de ce qui restait, mais c'est le reste à vivre. Voilà, combien il reste? Il faut savoir que voilà, les banques, c'est 33, 34%. C'est très rare que ça monte à 35% d'endettement, très très rare. Donc mettez-vous une barrière, 33%. Il faut vous dire que votre achat immobilier ne doit pas, en termes de dépenses, en termes de, voilà, de revenus, ça ne doit pas dépasser les 33%. Donc, quoi qu'il arrive, il faut vraiment que tout ce que vous calculez ou ce que vous projetez d'acheter soit en cohérence avec vos revenus. Le but n'est pas d'acheter pour vous retrouver dans les orties parce que vous n'arrivez pas à gérer. Vous voyez? Mais ça, c'est très, très important. C'est d'abord la première chose que vous devez faire avant de vous dire « je vais me projeter dans un achat immobilier ». Donc, comme je viens de le préciser, regardez absolument votre composition familiale. Je suis seule, je suis avec enfant, je veux acheter en couple. Voilà, ce sont des critères à prendre en considération. Ensuite, encore une fois, votre salaire. Combien vous gagnez, combien vous mettez dans le loyer, combien vous arrivez à épargner tous les mois, sans acheter de conneries bien sûr. Très important aussi, je n'en ai pas parlé, mais est-ce que vous avez des crédits? Alors ça aussi, si vous allez voir votre banquier, vous avez un crédit consommation, un crédit auto, et que derrière, votre reste à vivre est moindre, ce que j'entends par moindre, c'est qu'il est comme ça, limite juste pour acheter de quoi manger, il va falloir d'abord déblayer tout ça. C'est-à-dire que crédit auto à éviter, sauf si vraiment vous avez un revenu très conséquent qui peut vous permettre effectivement d'avoir un crédit en tous les cas auto, plus un crédit immobilier. Mais il y a pour plein de personnes où ça ne passe pas. Donc dans l'idéal, avant d'aller voir votre banquier, et ça je vous le suggère fortement, faites le tri dans vos crédits. Si vous avez des crédits, payez-les. Faites en sorte qu'il n'y ait rien qui traîne. Pas de crédit conso, pas de crédit auto. C'est le principal. Aujourd'hui, je pense que vous avez entendu parler, on va y revenir dans cette vidéo, les taux grimpent à vive allure, mais à une allure du jamais vue, depuis pas mal d'années. Donc, on va regarder quoi? Le banquier, quand vous allez le voir, qu'est-ce qu'il va regarder? Est-ce que votre compte bancaire est clean? Ou est-ce que vous avez sans arrêt des rejets de prélèvements? Les rejets de prélèvement, ça implique des frais, donc vous payez encore plus cher. Voilà. Ça implique des frais, il faut qu'on se le dise. Le banquier, il va aller voir, il va regarder ça. Que vous alliez voir votre banquier, que vous alliez voir une autre banque, on va, dans tous les cas, vous demander vos relevés des 3 derniers mois. Il y en a parfois qui demandent même les 6 derniers mois. Vous voyez? Sans compter qu'ils vont aussi vous demander votre avis d'imposition sur N+1 ou N+2. Donc si tout n'est pas clean, si tout n'est pas carré, ils vont même pas aller plus loin avec vous, ils vont pas chercher. Ils vont vous dire, c'est pas possible, votre compte, ils vont pas vous dire que votre compte est dégueulasse, mais ils vont clairement vous dire que ce n'est pas possible. Vous voyez? Donc donnez-vous toutes les chances de votre côté. Et vous donnez les chances de votre côté, c'est quoi? C'est d'avoir un compte bancaire clean de chez Clean. Donc les crédits à la consommation, vous les payez. Si vous avez fait, je sais pas, maintenant c'est la mode, les 4 fois sans frais, les 6 fois sans frais, enfin bref. Si vous avez ça, payez votre crédit. Faites en sorte que vous n'ayez plus rien. Mais quand je dis plus rien, c'est vraiment plus rien. Donnez-vous les chances de votre côté. Parce qu'il y en a plein, moi j'en ai des collègues même aussi qui me disent « Oui, voilà, j'ai essayé de faire un crédit, c'est pas passé. » Du coup, je demande pourquoi c'est pas passé. Parce que parfois, c'est pas une question de revenus. Les gens, ils pensent que y a que les personnes, entre guillemets, fortunées ou qui ont beaucoup d'argent ou qui gagnent au moins 5 000 € par mois ou 3 500 par mois qui peuvent faire un crédit. Non, il y a des personnes qui arrivent même à 1 500 € par mois à faire un crédit. Mais pourquoi? Parce qu'ils n'auront pas beaucoup de charges. Donc, ils ont un gros reste à vivre et ça leur permet effectivement de pouvoir investir ou d'acheter leur propre demeure. Voilà, donc pour revenir au compte bancaire, très très important. Si vous avez des crédits, épongez-les. Si vous êtes capable d'acheter un bien immobilier, ça veut dire que vous êtes capable de payer vos dettes. C'est tout bête, mais c'est hyper important. Voilà. Ensuite, je sais bien que parfois, voilà, on peut avoir des imprévus, on n'a pas les moyens, on n'a pas la trésorerie, ou si on l'a, on préfère la garder de côté, et on peut faire des 4 fois sans frais. Mais vous voyez, si vous savez que vous avez un objectif, c'est d'acheter votre demeure, évitez. Évitez. Voilà. Donc, pareil, prévoir aussi, pourquoi je vous ai parlé tout à l'heure, donc d'avoir de l'épargne. Parce qu'aujourd'hui, à près de 99% des cas, on va vous demander un apport. Donc cet apport-là, il faudra bien le trouver quelque part. Si vous n'avez pas d'épargne,
Ce ne sera pas possible de pouvoir mettre un apport pour payer vos frais de notaire, pour payer les frais de la banque, parce que quand vous allez à la banque et que vous faites un crédit, il n'y a pas zéro frais. Hein. C'est pas parce que vous faites un crédit et qu'on vous donne 100 000, c'est un exemple, que dans les 100 000, on ne va pas vous demander un crédit. Oui, il y aura forcément des frais par rapport à ce crédit bancaire. Donc ça, il va falloir aussi que vous l'ayez par rapport à votre épargne. Si vous n'avez pas d'épargne aujourd'hui, vous ne pourrez pas acheter un bien, tout en sachant que il y a peut-être un an et demi, ça aurait pu être le cas parce que les taux étaient très bas, on arrivait encore à trouver des taux à 1, 1,5, 1,15, là c'est plus du tout le cas, donc on va forcément vous demander un apport. Le fait aussi de dire que oui, je peux donner un apport, ça va permettre aussi de voir au banquier ou à la société en tout cas de financement qui vous suit, de voir que vous avez un apport, vous mettez de l'argent de côté, donc ça permet aussi de mettre toutes les chances de votre côté et de montrer que vous êtes quelqu'un de capable, que vous êtes quelqu'un qui épargne, qui ne dépense pas à tout va. Donc ça aussi, c'est très très important. Vous voyez, ce sont des petits détails auxquels on n'y pense pas forcément, mais faites ça. Franchement, donc première chose que je vous ai dit, c'est d'abord, effectivement, les objectifs, vous posez les bonnes questions, le pourquoi, le comment, vérifiez votre situation. Voilà, seul, à plusieurs, en couple, enfant, avec enfant, votre reste à vivre, combien il vous reste une fois que toutes les charges fixes, j'insiste bien, toutes les charges fixes sont sorties, combien il vous reste. Une fois que vous avez fait ça, si vous avez des crédits, bah vous pouvez vérifier combien de crédits vous avez. Et gros conseil, soldez-les, soldez vos crédits, pour qu'il n'y ait plus de choses, entre guillemets, inutiles qui sortent tous les mois sur votre compte. Parce que ça aussi, je donne un exemple, si vous avez par exemple 500 ou 1000 euros rien qu'en crédit, c'est de l'argent en moins que vous avez sur votre reste à vivre. Vous voyez, donc c'est pour ça que c'est important de tout ce qui est petit crédit, d'essayer de les solder. Donc, quitte à reporter votre projet à plus tard, mais au moins soldez-le. Comme ça, au moins, vous êtes tranquille. Voilà, donc c'est vraiment les deux premières choses que je voulais absolument insister avant même de vous parler de levier, avant même de vous parler de ce que vous pouvez avoir, de ce que vous pouvez faire ou autre. Ce sont vraiment les deux choses les plus importantes, en tout cas à mon sens, hein. Après chacun voit comme il l'entend, mais voilà, je suis aussi là pour essayer de vous donner le maximum de conseils, c'est le but en tous les cas de cette vidéo, de vous conseiller au mieux, mais si vous voulez que votre crédit passe, il faut absolument que tout soit clean. Donc ça, c'est la première des choses. Parce qu'il faut vous dire que avant même que vous parliez de revenus, la première chose que votre banquier va vérifier, c'est votre composition familiale, donc seul ou à plusieurs, etc. Ensuite, il va regarder vos revenus, comme je viens de vous le dire, et ensuite, il va vérifier votre reste à vivre. Vous voyez? Donc toutes ces choses-là, ce sont des choses qui sont ajoutées bout à bout. C'est comme si vous preniez un tableau et que vous les cochiez à chaque fois. Et en fonction de ça, on verra si vous êtes un bon élément ou pas. Et puis bien sûr, comme je viens de vous le dire, votre situation bancaire. Est-ce que quand vous avez des prélèvements, c'est fluide ou est-ce que tous les mois vous avez des rejets? Est-ce que vous êtes à découvert? Est-ce que vous voyez, tout ce genre de choses va s'ajouter bout à bout. Parce qu'il y a aussi des personnes qui gagnent très très bien leur vie, mais qui dépensent aussi, aussi bien qu'ils gagnent leur vie, ils dépensent. Et donc de ce fait, si vous faites, vous allez voir votre banquier pour un crédit immobilier, il va vous dire non, oui, vous avez des revenus conséquents, mais par contre, c'est le bordel, vous voyez, c'est le bordel, crédit conso, ceci, cela, bref. Honnêtement, si vous faites ça déjà, vous pouvez déjà vous dire que vous avez une grosse épine du pied qui est retirée. Voilà, parce que c'est vraiment le bœuf à bas. Ensuite, alors j'espère déjà que rien que ça vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair. Parce que ça peut paraître tellement banal. Beaucoup de gens peuvent se dire « Oh oui, mais moi c'est bon, c'est clean. » Non, faites ça. Faites ça et vous verrez que parfois vous allez vous rendre compte que « Ah, tiens, j'ai ça qui sort tous les mois, qui est peut-être inutile. » Et qui peut en plus me dégager de la trésorerie. Ah tiens ça, c'est peut-être inutile aussi. Par exemple, je prends un exemple tout bête, la salle de sport. Ah bah j'y vais une fois l'an. Mais je paye quand même tous les mois 30, 40 euros, 50 euros par mois. Bah, vous voyez, rien que ça, ça paye pas de mine, hein, c'est un petit montant, mais qui sort quand même tous les mois. Et qui, dans votre reste à vivre, bah, le baisse. Vous voyez. Alors si effectivement vous l'utilisez tous les mois et que vous allez vous dépenser, gardez-le. Mais il y en a beaucoup qui ont ce genre d'abonnement et qui n'y vont pas. Donc ça aussi, ça vous permet de dégager un peu plus de reste à vivre. Donc vérifiez bien, épluchez bien tous vos comptes et vous verrez que c'est pas si négligeable. Et il faut vous dire encore une fois que la banque peut aller jusqu'à 6 mois.
Donc voilà, généralement c'est 3 mois, mais bon, il y en a, ils peuvent vraiment vous demander un peu plus, jusqu'à 6 mois. Donc c'est vraiment très très important. Pareil, le crédit auto. Le crédit auto, oui, quand on n'a pas le choix, il faut faire un crédit, je vous l'accorde. Mais parfois vous pouvez ne pas faire de crédit pour votre crédit immobile, pour votre crédit auto. Mais vous voyez, moi parfois il y a des gens, ils payent 300, 400 euros par mois rien que sur une voiture. La voiture est une utilité, c'est vrai, mais mettre 30, 40 000 euros sur une voiture, tout en sachant qu'en plus elle perd en valeur. Donc franchement, si vous avez la possibilité d'avoir un crédit auto et que vous avez la possibilité de le régler, de le payer, de le solder, ben vous voyez, vous avez déjà épargné 300, 350 euros par mois que vous gardez et qui vous servira pour votre reste à vivre. Donc si par exemple vous projetez d'acheter un véhicule, parce qu'on a tous besoin d'un véhicule, donc si vous avez vraiment besoin de vous projeter d'acheter un véhicule, reportez-le à plus tard. Vous voyez, après avoir fait votre acquisition de votre résidence principale. Parce qu'il sera toujours possible de le faire par la suite. Mais après, vous voyez, il faut vraiment que le dossier soit le plus clean possible et que vous ayez un beau montant de reste à vivre qui ne puisse pas bloquer votre achat immobilier. Donc là voilà, cette première partie c'était vraiment pour vous parler de ça, parce que je pense qu'avant même de parler de levier, avant même de parler d'aller voir votre banque, etc. etc. Voilà, ça c'est vraiment la première chose que je voulais aborder avec vous et qui est un sujet très très important. Voilà. Alors ensuite vous avez plusieurs types de biens. Voilà, vous pouvez très bien acheter dans le neuf ou acheter, je ne vais pas dire dans le vieux, mais ou acheter voilà, dans une maison qui a déjà vécu ou dans un appartement qui existe déjà. En fonction de l'achat que vous allez faire, vous n'aurez pas du tout les mêmes avantages. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite, les avantages que vous avez dans le neuf et les avantages que vous pouvez avoir dans l'ancien. Donc nous allons énumérer tout cela ensemble. Alors, comme je vous le disais, l'achat dans le neuf ou l'ancien. Allez, on va commencer par l'ancien. Donc l'achat dans l'ancien, vous avez différents avantages que vous n'aurez pas forcément, par exemple, dans le neuf. Mais pour l'instant, on ne va pas comparer, on va déjà parler des avantages et des inconvénients que vous avez dans l'ancien. Donc dans l'ancien, l'avantage que vous avez, c'est qu'effectivement, tout dépend, donc ça aussi, c'est une chose à mettre sur papier. Est-ce que vous voulez vous éloigner, donc être retiré du centre-ville où vous vous trouvez, ou est-ce que vous voulez acheter voilà, en province par exemple, ou à la campagne. Donc là aussi encore, le choix ne sera pas le même, le tarif ne sera pas le même, mais là on va vraiment voir les avantages d'acheter dans le neuf ou dans l'ancien. Donc dans l'ancien, comme je viens de vous le préciser, je suis en train de vérifier en même temps parce que je ne veux pas non plus vous dire de bêtises, hein, mais l'achat de l'ancien, l'avantage que vous avez, c'est contrairement au neuf, le neuf, vous savez bien que maintenant, aujourd'hui, les promoteurs, il y a de moins en moins de place et les promoteurs ne peuvent pas forcément s'installer dans les centres-villes. Vous arrivez à en trouver, mais voilà, c'est pas toujours évident ou alors ça devient très cher. Mais donc, pour revenir à l'ancien, l'avantage que vous avez dans l'ancien, c'est que vous pouvez trouver tout type de maison ou d'appartement beaucoup plus facilement. Vous aurez beaucoup plus de choix. Vous aurez également la possibilité de pouvoir tout recasser et tout refaire si vraiment voilà, vous avez envie d'acheter quelque chose et qui soit à votre image. Donc c'est aussi l'un des avantages de l'ancien. Ensuite, l'avantage que vous avez également d'acheter dans l'ancien, c'est que le prix d'achat est nettement inférieur à un achat par exemple dans le neuf. Donc ça, c'est quelque chose aussi à prendre en considération. Si vous voulez quelque chose de pas trop cher, il faut donc du coup vous orienter vers l'ancien, puisque le fait d'acheter dans l'ancien, ce sera beaucoup moins cher. En moyenne, entre 20 et 30%, donc c'est pas négligeable. Hein. Voilà, il y a aussi une question de TVA. Donc il faut savoir que quand vous achetez dans le neuf, vous payez donc beaucoup plus cher. Et parfois la superficie est moindre, encore une fois par rapport à l'ancien. Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais avant, les tailles des pièces étaient beaucoup plus grandes que ce qui se fait aujourd'hui. Donc de ce fait, par exemple, pour un 70 mètres carrés, vous pouvez avoir de très très grandes pièces. Or, aujourd'hui, tout tend plutôt à se réduire au niveau des tailles, soit de maison ou des tailles d'appartement. Voilà. Alors en tout cas, attention, je parle vraiment pour ce qui se fait en région parisienne. Je sais qu'on arrive encore à trouver des choses super sympas en province, mais là,
je parle vraiment de notre cas. Je suis de région parisienne. Donc je parle vraiment de l'Île-de-France, hein, pour être plus clair, pour qu'il n'y ait pas d'amalgame. Mais en tous les cas, voilà, je pense que c'est quand même quelque chose d'un point de vue général qui vient à se faire. Hein. Aujourd'hui, les surfaces se réduisent, parce que forcément, ça coûte beaucoup plus cher au mètre carré. Voilà. Mais pour revenir à l'ancien, voilà, vous pouvez donc acheter dans l'ancien beaucoup moins cher que si vous deviez acheter, par exemple, dans le neuf. Donc c'est aussi quelque chose à prendre en considération et non négligeable, puisque comme je vous l'ai dit, par rapport au neuf, vous paierez entre 20 à moins 30% moins cher que par exemple dans le neuf. Voilà. Une chose aussi à savoir, c'est qu'à partir du moment où la construction est de plus de 5 ans, elle est considérée donc comme de l'ancien. Donc pour moi, un immeuble par exemple qui a 5 ou 6 ans, ou même une maison qui a été construite il y a 5 ou 6 ans, en tous les cas elle a moins de 10 ans, donc elle reste encore neuve, mais au niveau de l'État, c'est considéré comme de l'ancien, puisqu'il aurait été déjà construit depuis plus de 5 ans ou 5 ans. Voilà. Le minimum c'est 5 ans. Donc à partir du moment où il a 5 ans, dites-vous que c'est considéré comme de l'ancien, et donc dans ce cas-là, vous paierez un petit peu moins cher. Alors je pense que cette vidéo va être un petit peu longue, donc j'espère que vous êtes bien assis. Parce qu'il y a quand même pas mal de choses à aborder. Donc, pour continuer toujours dans l'ancien, voilà, il faut savoir aussi que vous avez un avantage non négligeable, puisque dans l'ancien, on a tendance à vouloir tout refaire à son image, ce qui peut être très intéressant. Déjà, rapport qualité-prix, donc ça dépend après si vous faites appel à un artisan pour faire les travaux ou si c'est vous-même qui les faites. Donc là aussi, si vous faites vous-même les travaux, bah, ça vous coûtera beaucoup moins cher puisque vous n'aurez qu'à acheter le prix du matériel donc, ou des différents matériaux que vous pourrez payer, donc ça vous coûtera déjà beaucoup moins cher. Parfois, beaucoup de gens font appel à des amis qui peuvent leur donner, voilà, les aider sur la main-d'œuvre, etc. Mais même parfois en passant aussi par un artisan, ça coûte beaucoup moins cher puisqu'à l'arrivée, votre maison ou votre appartement aura pris en plus-value, donc c'est toujours du plus, par rapport au prix que vous l'aurez acheté. Et on sait tous bel et bien que la pierre, il n'y a rien de mieux en termes d'investissement, que ce soit à terme locatif ou que ce soit pour votre résidence principale, puisque rien ne vous empêche de vendre au bout d'un moment, hein, si vraiment vous souhaitez vendre et que vous n'avez pas le choix. Mais si vous réalisez des travaux, forcément, ça prendra en valeur. Ensuite, chose non négligeable, qui dit travaux dit réduction d'impôts. Donc vous voyez, ça aussi, c'est quelque chose de non négligeable, mais qui est aussi valable dans le neuf. Donc voilà, je parle de l'ancien là pour l'instant, mais c'est aussi valable dans le neuf. Mais tout ça pour vous dire quoi? Que non seulement vous pouvez faire une belle plus-value, mais en plus, ça peut vous permettre de réaliser de belles économies. Voilà. Alors maintenant, on a parlé de l'ancien, donc on va aussi parler encore de l'ancien, mais cette fois dans les inconvénients. Là, je vous ai simplement donné les avantages de l'ancien, voilà. Et là, je vais vous dire du coup les inconvénients de l'ancien, parce qu'il faut aussi, voilà, se rendre compte que ce soit d'un côté ou de l'autre, il y a des avantages et des inconvénients. Donc maintenant, nous allons voir tout simplement les inconvénients d'acheter dans l'ancien. Donc la première chose, c'est que généralement, les charges sont beaucoup plus onéreuses dans l'ancien. Et oui, les charges vont être beaucoup plus onéreuses parce que du coup, vous allez devoir peut-être faire des travaux de rafraîchissement, peut-être des travaux aussi pour tout ce qui concerne l'énergie. On sait bien qu'aujourd'hui, rien que par rapport au gaz, ça coûte de plus en plus cher. Donc, si c'est mal chauffé, si c'est mal... vous l'aurez compris, il faut donc, dans tous les cas, ça coûtera beaucoup plus cher. Donc, de ce fait, les frais de fonctionnement seront beaucoup plus élevés que dans l'ancien, vous voyez, que dans le neuf, pardon. Voilà, donc les frais de fonctionnement dans l'ancien seront donc beaucoup plus chers que dans le neuf. Donc surtout les logements qui sont mal isolés, hein, la plupart des anciens bâtisses sont pas toujours très bien isolés, donc ça vous demande soit un très gros investissement pour pouvoir tout rénover en termes d'isolation, même si vous avez l'État qui vous rembourse, effectivement, voilà, vous avez des crédits d'impôt, vous avez ce genre de choses, mais il faut aussi avoir de la trésorerie. Donc acheter dans le neuf, oui, dans l'ancien, pardon, oui, ça revient moins cher, mais ça va vous demander un plus gros effort derrière, d'où l'importance d'avoir de la trésorerie, puisqu'il va falloir que vous rénovez derrière, vous voyez, il va falloir rénover, voilà. Et si vous ne rénovez pas tout de suite, bah forcément, en termes de charge énergétique, ça coûtera beaucoup plus cher que dans un logement neuf. Donc ça fait vraiment partie des inconvénients de l'achat dans l'ancien.
Alors, autre inconvénient également dans l'ancien, c'est qu'il faut savoir que vous avez tout ce qui est... on va dire que quand vous achetez un bien ancien, oui, le bien est certes moins cher, mais vous avez tout ce qui est frais liés à ce crédit qui va être cher. J'entends par là les frais de notaire. Aujourd'hui, il est vrai que sur pas mal de choses qu'on vous propose, mais ça c'est dans le neuf, les frais de notaire sont offerts. Mais dans l'ancien, puisque là on parle bien de l'ancien, vous aurez donc malheureusement les charges, donc les charges notariales, les frais notariales, qui vont être beaucoup plus chers que si vous achetez dans le neuf. Donc en moyenne, on a entre 7 à 8% des frais de notaire. Donc vous voyez, c'est pas du tout la même chose, contre le neuf qui est entre 2 à 3%. Voilà, donc ça aussi c'est des choses à prendre en considération. Voilà, parce que du coup, vous aurez déjà des charges qui sont déjà bien prédéfinies. Voilà, vous avez tout ce genre de choses qui fait que ces frais-là sont beaucoup plus chers. Mais tout ça, c'est le notaire généralement qui va vous donner son coût et tout bien vous détailler. Puisqu'il faut savoir qu'on entend souvent, oui, frais de notaire, mais il n'y a pas que les frais liés au notaire. Il y a aussi les charges dans lesquelles le notaire va vous demander, donc les frais qui vont revenir tout simplement à l'État et aux collectivités. Voilà, donc ce qui explique pourquoi du coup il y a un taux beaucoup plus élevé en termes de pourcentage et c'est ce qui fait en majeure partie la différence par rapport au neuf. Donc acheter de l'ancien, oui, ça peut revenir beaucoup moins cher, mais vous avez de l'autre côté des charges qui sont plus élevées en termes de coûts, surtout dès le départ, lorsque vous faites l'acquisition, que ce soit au niveau du notaire ou que ce soit au niveau du prêt, donc des frais, des charges pour les frais de la banque. Donc grosso modo, tout ça pour vous dire quoi? Que oui, acheter dans l'ancien peut être une sacrée mine d'or, mais encore une fois, il faut prévoir un budget, bien définir ce que vous souhaitez acheter, puisque ce sera toujours moins cher qu'effectivement que d'acheter dans le neuf, même si vous avez un taux au niveau du notaire qui sera beaucoup plus élevé que l'achat dans le neuf, mais ça reste quand même très intéressant. Et encore une fois, vous pouvez vraiment moduler, donc changer, faire des travaux de rénovation de manière à ce que ce bien que vous achetez dans l'ancien corresponde vraiment à votre lieu où vous allez vivre tous les jours au quotidien, qui ressemble vraiment à à quoi vous vous projetez. Alors, en achetant dans l'ancien, vous pouvez donc bénéficier d'aide de l'État, donc pour pouvoir vous aider dans l'acquisition de votre résidence principale dans l'ancien. Pour l'instant, je parle vraiment de l'ancien, je ne parle pas encore du neuf. Donc, vous avez ma prime rénovation. Donc, ma prime rénovation, elle vous permet en fait d'effectuer des travaux de rénovation. Donc, c'est parfait, notamment quand vous achetez, encore une fois, dans l'ancien, sous condition de revenus. Donc en fonction de vos revenus, et si bien sûr vous êtes éligible, vous aurez donc la possibilité de bénéficier de ma prime rénovation qui va vous permettre donc, une fois que vous aurez fait des travaux, donc d'avoir soit une réduction fiscale, soit d'être exonéré de certaines charges, ce qui est donc pas négligeable. Voilà, après ils disent bien que voilà, ça doit être destiné à la résidence principale et c'est bien pour cela que j'ai insisté en début de vidéo pour vous dire que là c'est une vidéo vraiment sur la résidence principale. Je ne vais pas énumérer tout ce qui concerne la résidence, enfin les achats que vous faites pour de la location, ce genre de choses. Là on est vraiment sur la résidence principale. Ensuite vous pouvez avoir un autre prêt qui est donc l'éco-prêt à taux zéro. Donc l'éco-prêt à taux zéro, encore une fois, je parle bien des personnes qui achètent ou qui souhaitent acheter dans leur résidence principale dans l'ancien, où il y aura donc du coup forcément des travaux à réaliser, aussi minimes soient-ils que très gros travaux. Donc vous voyez, il y a quand même déjà deux possibilités. Donc comme je vous l'ai dit, ma prime rénovation, l'éco-prêt à taux zéro. Voilà, donc encore une fois, c'est un prêt sans frais, il n'y a pas d'intérêt, il n'y a rien, qui permet de financer des travaux de rénovation énergétique. Donc on en parlait à l'instant. Il peut atteindre jusqu'à 50 000 €. C'est pas négligeable, surtout si vous achetez une maison de 100 mètres carrés ou moindre, vous aurez forcément des travaux de rénovation d'un point de vue énergétique et ça, effectivement, ça coûte très cher. Donc déjà, avoir un coup de pouce de l'État de 50 000 € sans frais d'intérêt, enfin sans zéro frais, c'est pas négligeable parce que ça peut vous permettre de faire ces travaux sans que ça vous coûte un bras. Ensuite, vous avez le prêt à 1%, donc le prêt à 1% logement, qui est un prêt généralement employeur. Donc il faut savoir que si vous êtes, comment dirais-je, si vous êtes salarié d'une très grosse entreprise,
Alors je ne sais plus de combien de salariés exactement il faut, mais si vous êtes salarié, il faudrait vous renseigner auprès de votre employeur. Vous pouvez bénéficier de ce prêt 1% logement, qui est un prêt qui est disponible pour les salariés, voilà, quand vous êtes dans un très grand groupe. C'est un prêt à taux réduit, je ne vais pas dire que c'est un prêt à taux zéro, mais c'est un prêt à taux réduit. Donc de mémoire, je crois qu'ils étaient à 1%, ils sont passés à 1,5, je crois en début d'année ou en milieu d'année, je crois mars-avril, ils sont passés à 1,5 au lieu de 1, mais ça reste quand même très intéressant par rapport à ce que va vous proposer la banque, vous voyez, donc c'est vraiment pas négligeable. Et ça permet justement de financer l'achat de votre résidence principale, aussi bien dans l'ancien que dans le neuf. Donc ce n'est non négligeable et ça permet effectivement de pouvoir financer ce bien. Donc c'est vraiment pas déconnant du tout. Je ne sais plus jusqu'à combien ils peuvent aller. Je crois que c'est jusqu'à 40 000 euros. Je ne suis pas sûre, mais il me semble de mémoire que c'était jusqu'à 40 000 euros. Donc vous voyez, 40 000 euros à 1,50, puisque comme je vous l'ai dit, ils ont augmenté. 1,50 c'est pas négligeable du tout, parce qu'aujourd'hui, vu les taux actuels, une banque ne pourra jamais vous faire un taux de 1,50, à moins d'être salarié de la banque, et encore. Donc vous voyez, ça vous permet vraiment de pouvoir acheter et en réduisant par exemple ce que vous deviez faire en termes de crédit à la banque. Je m'explique, si vous devez faire un crédit de 100 000 euros, ben, finalement il ne vous restera que 50 000 à emprunter auprès de la banque. Donc c'est pas négligeable du tout. Alors, autre chose intéressante qui peut être valable, c'est si toutefois vous possédez un PEL. Donc le PEL, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un prêt épargne logement. En fait, c'est un compte que vous ouvrez destiné uniquement donc à l'acquisition de votre futur logement, sur lequel vous décidez soit de faire un versement volontaire tous les mois, ou soit un virement automatique d'une certaine somme, et au bout d'un certain temps, vous permettra de vous servir aussi d'apport, vous voyez, pour acheter votre résidence principale. Donc ce n'est pas négligeable du tout. Je crois que voilà, vous pouvez profiter de ce prêt accompagné et d'une prime de l'État. Donc c'est-à-dire que si vous avez un PEL, vous pouvez avoir un petit supplément qui vous sera donné de la part de l'État. Donc ce n'est pas négligeable. Par contre à vérifier, parce que là je ne vais pas rentrer dans tous les critères de chaque prêt, sinon la vidéo sera beaucoup trop longue. Mais en tout cas je vous donne déjà les billes qui peuvent vous permettre déjà de vous projeter et de vous dire que non, ce n'est pas impossible. Ensuite, en dernier lieu, vous avez ce qu'on appelle le prêt d'accession sociale. Donc ça s'appelle le PASS, pour être un peu plus faire plus court, mais voilà, ça s'appelle le prêt d'accession sociale. C'est réservé aux personnes avec des revenus modestes. Donc vous voyez, quand vous gagnez 1000, 1300 euros, ce sont des revenus modestes, ou même 1500, ça reste des revenus modestes. Et vous avez ce type de prêt, donc PAS, donc ce qu'on appelle le prêt accession sociale, qui vous permet donc, même si vous avez des revenus modestes, il permet donc de financer l'achat de votre résidence principale ou éventuellement de réaliser des travaux. Vous voyez, donc par exemple, si vous achetez dans l'ancien et que vous avez des travaux à réaliser, eh ben, vous avez la possibilité de faire donc ce prêt d'accession sociale, donc PAS, donc le PAS, qui vous permettra donc de pouvoir faire l'acquisition de votre résidence principale à un taux intéressant, voilà. Ou tout simplement, si vous avez beaucoup de travaux à faire dans votre résidence ancienne, de pouvoir tout simplement les réaliser à moindre coût puisque vous serez aidé via un prêt par l'État. Alors, maintenant nous allons nous cibler, on a vu l'ancien, donc les avantages et les inconvénients de l'achat dans l'ancien. Donc là maintenant on va voir la même chose mais pour le neuf. Donc le neuf, sachez que vous pouvez bénéficier de beaucoup plus d'avantages dans le neuf, on va dire, mais après ce sera le prix qui va changer, qui va donc différer. Donc ce qu'on appelle achat neuf, ça peut être donc bien sûr un appartement ou une maison qui est déjà construite mais qui a moins de 5 ans, voilà, ou sinon ça peut être aussi l'achat en VFA. L'achat en VFA, c'est quoi? C'est la vente en état futur d'achèvement, qui est tout simplement, ça y est, je perds ma caméra, qui est tout simplement le fait de pouvoir acheter sur plan. Voilà, tout simplement. Donc le plan peut être aussi une bonne aubaine, mais parfois il est vrai qu'il peut être aussi difficile de pouvoir se projeter, parce qu'on n'a pas forcément les détails sur la... comment dirais-je, sur la taille des biens, on a parfois du mal à se projeter, mais ça peut être aussi une très bonne affaire.
Donc ça, ce sont des choses, voilà, qui sont possibles. C'est ce qu'on appelle en tout cas le neuf, moins de 5 ans, même si c'est déjà fait, même si c'est déjà bâti. Et bien sûr, l'achat VFA, comme je viens de vous l'expliquer à l'instant. Alors, la fiscalité, on va parler de fiscalité rapidement. Dans le neuf, vous avez donc de nombreux avantages. On parle souvent des 2 premières années. Donc bien sûr, une fois que vous avez donc les clés en main, les 2 premières années, vous avez ce qu'on appelle l'exonération, excusez-moi, des charges de la taxe foncière. Voilà, pendant 2 ans qui suivent l'achèvement de la construction. C'est-à-dire que si par exemple on vient de vous remettre les clés aujourd'hui, donc là je parle vraiment des achats sur plan, si on vient de vous remettre les clés aujourd'hui même, sous certaines conditions, je dis bien sous certaines conditions, parce que ce ne sont pas toutes les régions ou toutes les villes qui le proposent de manière systématique, vous avez donc cette possibilité d'être exonéré des taxes foncières. Alors, il me semble que dans cette exonération-là, ne comprend pas tout ce qui est frais d'ordure. Donc voilà, ça, vous aurez toujours une petite note. Mais en tous les cas, le gros va être exonéré. Alors, je vous le dis avec des pincettes, parce que vous avez quand même des démarches à effectuer. C'est pas automatique. Il y a plein de personnes qui ne font pas les choses en temps et en heure, et donc qui malheureusement ne peuvent pas en bénéficier. Donc c'est très important. Il y a aussi une histoire de ce que je comprends en fonction de quand vous rentrez dans les lieux. Si c'est en début d'année, en milieu d'année ou en fin d'année, il y a des choses qui sont quand même dues. Donc c'est pour ça que je mets cette petite parenthèse juste après. Oui, vous avez 2 ans d'exonération sur le papier, mais après vous avez plein de critères qui rentrent en compte. Donc comme je vous l'ai dit, l'année, la date à laquelle vous rentrez, le mois, la période dans l'année où vous rentrez dans ce nouveau logement. Et si bien sûr vous avez fait vos démarches au préalable, ni trop tôt mais ni trop tard non plus, puisque vous avez une certaine période pour le déclarer. Sinon malheureusement, s'il n'y a pas de déclaration de votre part en temps et en heure, vous paierez malheureusement ces taxes foncières et vous ne pourrez pas revenir en arrière. Mais si on regarde les grandes lignes, oui, effectivement, vous avez la possibilité d'avoir ces 2 ans d'exonération. Encore une fois, il faut vous renseigner auprès de votre mairie, voilà, auprès des impôts, pour savoir si déjà la ville ou la région où vous situez le font, et si le font, bien vous donner les détails de quand le faire et à quel moment, pour être sûr que vous puissiez en bénéficier. Ensuite, un petit peu comme dans l'ancien, mais on va dire plus, vous avez donc beaucoup plus d'avantages pour moi au niveau d'aide de l'État quand vous achetez dans le neuf. Alors oui, l'inconvénient c'est que c'est plus cher, c'est vrai, mais vous avez quand même beaucoup plus de petites aides quand elles sont rajoutées bout à bout qui ne sont pas du tout négligeables. Le premier va être les frais de notaire. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les frais de notaire, contrairement à l'ancien, vont être réduits des frais de notaire. Alors de mémoire, je crois que c'était 5%, 4 ou 5% les frais de notaire, ce qui n'est quand même pas négligeable, contrairement à ce que je vous ai dit par rapport à l'ancien tout à l'heure. Donc, bon, quand vous devez payer les frais de notaire, je peux vous assurer que c'est... Vous avez aussi droit au prêt à taux zéro. Donc, le prêt à taux zéro est proposé généralement, il faut absolument que ce soit votre première résidence principale, voilà, ou que vous n'ayez pas été propriétaire durant une certaine période. Alors, de tête, je ne me rappelle plus exactement, mais il me semble que c'est 5 ans, il faut que vous ayez 5 ans ou plus, à vérifier, mais en tous les cas, si vous avez déjà été propriétaire, vous pouvez en bénéficier, mais c'est vraiment au bout d'un certain nombre d'années. Ça ne peut pas être, vous avez été propriétaire aujourd'hui, et dans 1 an, vous voulez refaire un prêt à taux zéro, ça ne passera pas. Donc là encore, le prêt à taux zéro dépend de votre composition familiale. Vous n'aurez pas le même montant si vous achetez seul que si vous achetez en couple, avec enfants, etc. Donc à chaque fois, c'est dégressif, vous en avez, enfin dégressif, vous avez un peu plus droit au prêt qui du coup devient plus élevé. Donc encore une fois, le prêt à taux zéro est une somme d'argent qui vous est prêtée par l'État, enfin donné par l'État on va dire, puisque c'est un prêt à taux zéro sur lequel vous n'avez aucun intérêt, mais que vous devrez quand même rembourser. Ça reste un prêt, ce n'est pas gratuit, et ça généralement c'est votre banquier qui va faire le petit calcul, mais c'est aussi quelque chose que vous pouvez vous faire directement sur internet. Vous avez pas mal de simulateurs qui peuvent vous aider en fonction de vos revenus, de votre composition familiale, seul ou avec enfant ou avec mari, pourra vous dire à combien vous pouvez prétendre ce fameux prêt. Et c'est quelque chose qui vous permettra, encore une fois, de pouvoir emprunter
au niveau de votre banque, je donne l'exemple des 100 000, mais si par exemple vous voulez acheter quelque chose à hauteur de 100 000 euros, ce crédit, au lieu de l'emprunter à votre banque, je dis une bêtise, si par exemple votre taux est de 60 000 ou 70 000, vous avez droit par rapport à votre composition familiale, l'État, donc via le prêt taux zéro, peut vous financer à hauteur de 70 000 euros à taux zéro. Ça vous permettra simplement d'emprunter donc la différence qui sera de 30 000 au niveau de la banque. C'est quand même pas négligeable, surtout au vu des taux actuels qui sont quand même quasiment autour de 5%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, un prêt de 100 000, vous empruntez finalement que 70 000 que vous devez certes rembourser, mais sans intérêt. Et du coup, ça vous permet d'emprunter à la banque que 30 000 avec intérêt. C'est énorme. Ça veut dire que dans tous les cas, votre mensualité sera plus qu'intéressante mensuellement, puisqu'elle coûtera beaucoup moins cher à votre portefeuille et donc à vos échéances mensuelles tous les mois. Donc c'est pas négligeable également. Ensuite, ce qu'il faut savoir également, c'est que lorsque vous achetez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans l'ancien, la TVA va être à 20%. Ça, c'est quand vous achetez. Voilà. Et il faut savoir que dans le neuf, la TVA est de 4,5. Non, même pas, excusez-moi, vous voyez, j'ai bien fait de regarder. Elle est de 5,5. Voilà, donc 5,5 quand vous achetez dans le neuf, au niveau de la TVA. Donc ça veut dire que si vous devez acheter, je reviens aux 100 000, c'est quand même plus pratique et facile pour tout le monde. Si vous achetez pour que votre résidence principale coûte 100 000 euros, vous allez devoir rajouter la TVA, comme n'importe quel achat que vous faites aujourd'hui, qu'il soit vestimentaire ou autre, vous avez toujours la TVA. Mais ce montant de TVA, si vous achetez dans l'ancien, vous allez payer plein pot, c'est-à-dire vous allez payer 20% de TVA. Dans le neuf, vous allez payer 5,5%. Donc ce sont aussi, oui, vous achetez plus cher le bien dans le neuf, mais vous avez une TVA réduite. A contrario, de l'autre côté, dans le neuf, vous allez acheter moins cher, mais vous allez payer une TVA de 20%. C'est pour ça que parfois, il faut bien calculer à voir ce qui est le plus intéressant pour vous ou pas, puisqu'il y a quand même cette différence qui est non négligeable. Ensuite, lorsque vous achetez dans le neuf, vous avez le fameux prêt social location-accession. Donc, on a vu dans l'ancien le prêt social accession, qui est aussi valable d'ailleurs dans le neuf, donc qui s'appelle le PASS. Il est valable dans l'ancien, mais également dans le neuf. Mais vous avez une petite chose supplémentaire dans le neuf, c'est que vous pouvez très bien souscrire, donc, comme je vous l'ai dit, au prêt social location-accession, excusez-moi, en plus du PASS. Donc, c'est pas négligeable. Donc, comme son nom l'indique, c'est un prêt social location-accession, donc vous louez donc tous les mois, au lieu d'acheter, vous louez. Et dans cette part de location, il y a une part qui est réservée à l'achat. Et au bout de, je dis une bêtise, au bout de tant d'années, X années, ça peut être 20, 25, 30 ans, on vous dira, voilà, je dis une bêtise, si on part sur 30 ans, au bout de 30 ans, vous aurez un petit reliquat à payer qui sera votre dernière échéance et vous serez propriétaire. Mais entre-temps, on appelle ça location. Voilà, ça se faisait beaucoup avant. Ça tend à se faire de moins en moins, mais c'est aussi une solution de pouvoir payer un petit peu moins cher. Donc c'est pas négligeable. Comme quoi il y a des choses qui sont faites pour même les revenus les plus modestes. Et en parlant de ça, il y a aussi une chose très importante. Vous avez aussi la possibilité, toujours via les 1%, vous avez beaucoup de bailleurs sociaux par exemple. Je sais qu'ils vendent parfois des biens, donc ça peut être des maisons, ça peut être des appartements qui sont mis en vente et qui sont beaucoup moins chers que ce qui se vend dans le privé. Donc vous voyez ça aussi, alors ce ne sera pas du neuf, ça généralement c'est dans l'ancien, mais vous pouvez parfois faire de très belles affaires, quitte à rénover par la suite, parce que c'est pas parce que vous achetez dans du neuf que vous ne pouvez pas le construire, le mettre à votre image. Donc ça peut être aussi une très belle opportunité, et ça coûtera toujours moins cher que si vous achetiez par exemple à un particulier. Donc ce n'est pas du tout négligeable, mais ce sont des petites astuces, vous voyez, qui permettent aussi de payer beaucoup moins cher que si vous deviez passer par une agence immobilière ou si vous deviez, par exemple, acheter un particulier. Voilà, ce sont encore des petites choses très intéressantes. Et après, bien sûr, lorsque vous achetez dans le neuf, mais bon, ça concerne plus pour des achats locatifs, vous avez aussi ce qu'on appelle la loi Pinel. La loi Pinel qui, lorsque vous souhaitez acheter pour tout simplement mettre en location, pour louer, vous achetez pour louer, pas pour vous, la loi Pinel s'applique.
Donc la loi Pinel, contrairement aux autres prêts dont j'ai fait référence, c'est pour le neuf, voilà, mais c'est surtout pour vous permettre d'avoir une réduction de crédit d'impôt qui peut aller jusqu'à 63 000 €. Voilà, donc quand on est très imposé, quand on paye beaucoup d'impôts, ou moins, hein, vous avez ce crédit d'impôt qui est possible. Mais ça, c'est uniquement réservé aux achats neufs dans, comment dirais-je, locatif. Voilà, si vous achetez un bien pour le louer. Voilà, mais ça reste ponctuel quand même, hein, c'est pas quelque chose... voilà, mais ça existe, donc c'est quand même non négligeable également. Ensuite, quand vous achetez dans le neuf, vous avez aussi une garantie qui n'est pas négligeable, c'est ce qu'on appelle la garantie décennale, qui est valable généralement 10 ans et qui vous permet donc de bénéficier d'une protection juridique s'il y a le moindre souci dans la maison ou dans l'appartement que vous achetez. Et ça, c'est quand même pas négligeable d'avoir cette fameuse garantie décennale, parce qu'on sait tous aujourd'hui que voilà, quand on... les maisons ou les appartements, les murs se fissurent, il y a toujours des petites choses qu'on ne voit pas forcément tout de suite. Ben avec cette garantie décennale de 10 ans, comme je vous l'ai dit, vous avez une protection juridique, vous savez vers qui vous tournez, donc en l'occurrence le promoteur ou, oui, le promoteur tel qu'il soit, hein, en tout cas la personne qui a, ou la société qui a construit, et qui vous permet donc de vous retourner si demain il y a un problème. Donc c'est ce qu'on appelle la garantie de parfait achèvement. Comme je vous l'ai dit, il y a aussi donc la garantie décennale qui est inclue, la garantie de bon fonctionnement, donc si vous avez un problème de robinetterie ou quoi que ce soit, la garantie du prix, donc qui est ferme et définitif. Donc vous pouvez être sûr aussi qu'on ne reviendra pas vers vous en vous disant « Ah, vous avez oublié de payer telle chose » ou ce genre de choses. Et la garantie financière d'achèvement. Voilà, donc vous dire vous avez payé tant, et on ne vous demandera pas de supplément par rapport à s'il y a du retard sur la construction ou ce genre de choses. En tous les cas, normalement, quand vous achetez bien sûr dans le neuf. Et je ne vous l'ai pas dit, la garantie de bon fonctionnement. Voilà, donc ça inclut tout ça, et c'est ce qu'on appelle la garantie décennale de 10 ans, qui n'est pas, négligeable, hein, puisque c'est une garantie qui est faite par le promoteur, mais uniquement dans le neuf. Voilà. L'avantage aussi que vous avez, c'est les dernières normes donc de construction. Plus c'est neuf, plus vous bénéficiez de toutes les nouvelles normes. Par exemple, depuis quelques années déjà, on voit que toutes les constructions neuves, il y a ce qu'on appelle les normes handicapées. Vous savez, les WC sont assez grands généralement, la salle de bain, etc. Donc tout ça, ça fait partie des normes qui sont très récentes, que vous ne retrouvez pas forcément dans un logement ancien, même si les pièces sont généralement grandes, mais vous n'aurez pas toutes ces garanties-là. Et sans compter la norme énergétique, puisque forcément plus c'est récent, plus c'est bien isolé. Donc déjà vous n'aurez pas de soucis ou de problèmes d'isolation, puisqu'ils prendront en considération vraiment les nouvelles normes. On va passer maintenant aux inconvénients d'acheter dans le neuf. Donc les inconvénients, vous vous doutez bien comme l'ancien, il y en a également. Donc les inconvénients, ça va être quoi? Ça va être surtout le prix au mètre carré. Donc forcément quand vous achetez dans le neuf, le prix au mètre carré va être beaucoup plus cher. Alors là, je vous ai trouvé quelque chose à titre d'exemple. Alors là, ce que je vais donner, c'est bien sûr les chiffres qui ont été communiqués en 2019. Pour vous donner une idée, le prix moyen du mètre carré pour un logement neuf est de 4 650 €. Encore une fois, attention, ce sont des tarifs de 2019 qui n'ont certainement rien à voir avec 2023, puisque je suppose que le prix du mètre carré a dû augmenter, contre 3 500 mètres carrés pour un logement dans l'ancien. Donc déjà, ça vous permet de vous rendre compte que le prix du mètre carré dans l'ancien est moins élevé que dans le neuf, ce qui explique aussi la différence lorsque vous achetez un bien dans l'ancien, qui est généralement beaucoup moins cher que dans le neuf. Toutefois, lors d'un achat dans le neuf, vous bénéficiez dans la plupart des cas d'une place de parking, voilà, ou d'un garage, ce qui n'est pas forcément le cas lorsque vous achetez dans l'ancien. Dans l'ancien, parfois, vous achetez juste la maison et c'est à vous de construire le garage ou le parking et vice-versa. Voilà. Ou alors, on vous vend quelque chose mais qui est séparé. On vous dit oui, il y a possibilité d'avoir un parking ou un garage, mais il faut que vous ajoutiez un supplément. Dans le neuf, la plupart du temps maintenant, c'est inclus. Voilà. Soit le box, soit le parking voiture, ou soit le garage. Voilà. Donc, ce qui est quand même un fait non négligeable. Quand vous achetez dans le neuf aussi, l'inconvénient aussi que vous avez, c'est que parfois, enfin le plus souvent, vous n'avez pas le bien tout de suite. Vous devez attendre. Donc parfois, ça peut aller de 12 mois à 18 mois, voire plus, si bien sûr les travaux prennent du retard.
Donc tout dépend de votre urgence, si vous êtes pressé ou pas. Mais ce sont des choses aussi à prendre, je dirais, dans les inconvénients, parce que forcément, vous ne l'avez pas de suite. À moins que vous achetez un bien qui est déjà neuf, comme je vous l'ai dit, mais qui est déjà en place, et qui a moins de 5 ans, dans ces cas-là, oui, une fois que vous aurez signé chez le notaire, vous aurez vos clés, et vous pourrez y entrer. Mais par contre, dans le neuf, donc quand vous achetez en l'occurrence en VFA, il faut que vous attendiez donc la date définitive d'achèvement, qu'on vous remette les clés et que vous voyez votre bien. Donc dites-moi si ça vous intéresse, je pourrais peut-être en parler un petit peu plus sur la VFA, parce que là aussi c'est quand même assez... il y a quand même pas mal de petites choses, mais voilà, sachez que ce sont des choses aussi à prendre en considération quand vous voulez acheter dans le neuf, et en l'occurrence en VFA, c'est-à-dire que vous avez acheté sur plan, puisque les délais de livraison voilà, peuvent être allongés ou réduits. Bon, généralement c'est allongé, ou vous donnez en temps et en heure. Mais il faut prendre en considération, voilà. Si c'est quelque chose que vous achetez parce que vous êtes pressé, et que c'est pas encore construit, dites-vous que généralement, voilà, c'est entre 12 mois et 18 mois, parfois 2 ans, hein. Parfois ça peut même aller jusqu'à 2 ans, tout dépend à quel moment vous avez signé lorsque vous avez fait l'achat de ce fameux bien. Alors aussi, une autre chose à prendre en considération, et qui fait partie peut-être aussi des inconvénients, lorsque vous achetez dans le neuf, il faut savoir que vous devez, vous faites votre crédit quoi en fait, hein, vous faites votre crédit, donc en gros vous payez et vous n'êtes pas encore, vous n'êtes pas encore dans le bien, donc ça aussi c'est à prendre en considération parce que ce sont des frais, d'où l'importance que je vous ai parlé en début de vidéo, de bien avoir, de bien épargner, d'avoir quand même de l'argent de côté. Parce qu'il faut vous dire que si par exemple vous êtes en location, ce qui est mon cas, hein, si vous êtes en location, vous devez payer votre crédit, voilà, qui va continuer à courir. Alors oui, vous paierez moins que si vous étiez dans le logement, mais vous allez quand même payer les frais de votre crédit tous les mois, plus un petit reliquat, l'assurance du prêt, etc., etc. Donc c'est des frais que vous allez devoir payer en plus de votre logement actuel. Vous voyez, donc concrètement, vous payez avant même d'occuper le bien. Donc financièrement, il faut quand même être assez à l'aise, assez bien, pour pas vous retrouver non plus avec des problèmes, en difficulté, parce que vous allez, entre guillemets, devoir payer le loyer dans lequel vous êtes actuellement, plus des frais en supplément liés au prêt que vous avez contracté pour l'achat de votre résidence principale. Sans compter les paiements échelonnés, puisqu'à chaque fois que donc pour revenir à la VFA, donc l'achat sur plan, à chaque fois vous allez avoir des échelonnements où la banque va débloquer votre prêt auprès du promoteur, et à chaque déblocage vous payez un petit peu plus à chaque fois. Voilà, donc vous payez mensuellement, mais vous payez à chaque fois un petit peu plus. Donc ça aussi, c'est à prévoir dans votre budget, en tout cas si vous achetez en VFA, encore une fois, sur plan. Ce qui n'est pas le cas quand vous achetez, même si c'est neuf et que ça a moins de 5 ans, vous rentrez déjà directement dedans. Donc cette problématique ne se pose pas. Mais elle peut se poser si vous achetez sur plan. Donc il faut y penser, d'où l'importance d'avoir quand même de la trésorerie. Alors comme je le disais tout à l'heure, le fait d'acheter dans le neuf, il va falloir aussi vous projeter. Quand vous achetez sur plan, comme je vous le disais à l'instant, c'est pas non plus chose aisée, parce qu'il va falloir vous projeter par rapport à la superficie que vous voyez du plan. Sur un plan, tout est brut, on ne voit pas bien, c'est comme un dessin en fait, hein. Donc on n'a pas vraiment une idée des dimensions de certaines pièces, donc il faut pouvoir se projeter. Et ça, je sais qu'il y a parfois beaucoup de gens n'y arrivent pas, puisque c'est difficile de vraiment voir la surface, comment ça va être, etc. Donc ce sont des choses aussi qui peuvent peut-être faire partie des inconvénients. Pour d'autres, ce ne sera pas un problème. Et au contraire, pour certains, voilà, ce sera peut-être un peu plus compliqué. Alors, il faut savoir aussi également une chose, c'est que il y a beaucoup plus de logements neufs dans tout ce qui est externe au centre-ville, parce que forcément, manque de place, sauf si c'est un bâtiment qui est rénové, qui casse et qui reconstruise. Donc là, vous aurez la chance de pouvoir acheter en centre-ville, ce qui est le cas, hein. Parfois, on trouve pas mal de réhabilitation de logements, d'immeubles ou de bâtiments qui cassent et qui reconstruisent avec des logements neufs. Donc là, effectivement, vous serez en plein centre-ville. Mais pour une bonne partie des cas, c'est généralement excentré pour vous déplacer un petit peu. Donc il y a la configuration géographique qui peut être aussi un élément non négligeable. Donc aussi, ce sont des choses à vous poser en termes de questions. Est-ce que vous voulez absolument que le bien que vous allez acheter est un bien qui est à côté de chez vous parce que vous avez déjà vos petites habitudes, le commerçant du coin, etc. Ou est-ce que
ça ne vous dérange pas, voilà, de vous excentrer un petit peu, une demi-heure, une heure, ou voire plus. Donc voilà, tout ça, ce sont des choses à se poser quand on veut acheter dans le neuf, en l'occurrence. Je sais pas si déjà ça vous permet d'y voir déjà un petit peu plus clair, l'ancien, le neuf, les différents taux, les différents prêts que vous pouvez souscrire dans le neuf ou pas, ou dans l'ancien, puisque comme vous le voyez, chacun d'eux ont leur avantage et leur inconvénient, et ça va vraiment dépendre de vos critères de départ. Voilà. En général, quand on veut acheter, et c'est ce que je vous ai dit en début de vidéo, faut toujours vous poser ces bonnes questions, un peu comme le luxe finalement, mais il faut toujours vous poser ces questions-là parce qu'il n'y a que vous qui pourrez y répondre, le banquier ne pourra pas y répondre à votre place, vous voyez, ou un ami ne pourra pas y répondre à votre place, c'est quand même quelque chose de très personnel, et donc c'est très important de vous noter toutes ces petites choses qui pourront déjà même pour vous permettre de savoir exactement ce que vous souhaitez, notamment en termes de budget, mais pas en termes de budget, oh oui, moi j'ai un budget de 200 000, mais vous n'avez même pas fait vos comptes, vous n'avez pas calculé ce qui vous reste, ce que vous êtes capable d'emprunter. Donc ça, c'est très important. Il faut savoir aussi une chose, c'est que beaucoup de gens ont tendance à comparer le loyer qu'ils payent tous les mois, quand ils louent un logement, et la traite qu'ils vont payer à la banque, qui sont deux choses totalement différentes. Pourquoi il y a beaucoup plus de personnes qui louent? Ben, tout simplement parce que la location, il y a tout est pris en compte, vos charges sont prises en compte dans le loyer que vous payez. Voilà, vous avez en moyenne une augmentation une fois par mois en début d'année, mais généralement tout est pris en compte. Donc vous savez que vous payez tant de loyer pour tant de surface et c'est terminé. Excepté que vous avez la taxe d'habitation qui maintenant est en train de se retirer au fur et à mesure. Beaucoup de personnes tendent à ne plus quasiment la payer, ce qui est une très bonne chose. Puisqu'avant, figurez-vous que quand vous achetiez, vous deviez payer et la taxe d'habitation et la taxe foncière. Aujourd'hui, vous avez quand même une aubaine, c'est que la taxe d'habitation ayant disparu, vous ne payez du coup que la taxe foncière. Mais c'est une taxe que vous avez aujourd'hui à payer en tant que propriétaire, ce qui n'est pas le cas lorsque vous êtes locataire. Locataire, vous ne payez pas de taxe foncière. Donc toutes ces choses-là aussi sont à prendre en considération, parce que demain, il faudra que vous puissiez avoir les moyens de payer cette taxe foncière, même si vous êtes propriétaire. Sachant que la taxe foncière, ça dépend de la superficie du logement, ça peut aller de 1500 à plus de 2500 €, voire plus. Tout dépend vraiment de l'endroit où vous vous situez géographiquement. Tout dépendra également de la composition aussi de votre foyer, de la taille de votre maison ou de votre appartement. Mais c'est des choses qu'il faut aussi prévoir. Il ne faut pas juste vous dire « Ah ben c'est bon, une fois que j'ai payé ma traite, je suis tranquille ». Non, vous avez cette fameuse taxe foncière qui est à prendre en considération, sans compter les travaux qu'on vient de voir ensemble. C'est pour ça que c'est très important, c'est pas une décision que vous devez prendre à la légère, parce que si vous achetez, il faudra quand même savoir que vous achetez pour plusieurs années. Voilà, donc ces choses vont forcément s'ajouter à vos charges. Et si vous n'avez pas les moyens financiers de le faire, ça risque d'être très compliqué. Voilà. Une toute dernière chose aussi que je voulais voir avec vous, comme j'ai commencé à le faire à l'instant. Alors, je vais vous mettre en barre d'infos toutes les choses, tous les liens utiles qui peuvent vous permettre à vous renseigner si toutefois vous souhaitez faire l'acquisition de votre résidence principale. Il y a l'ADIL qui est très important parce que l'ADIL c'est une mine d'or qui peut d'ailleurs même aider certains locataires aussi d'ailleurs. Mais l'ADIL, A-D-I-L, je vous mets le lien en barre. Ça peut vachement vous aider si toutefois vous avez des besoin d'informations un peu plus poussées. Ils vous mettent vraiment tout détaillé, le type de prêt que vous pouvez prétendre. Vraiment, tout est bien détaillé dessus. Donc, je vous invite fortement à aller les voir. C'est quelque chose qui est destiné au public. Hein, donc, ça peut vraiment vous aider si toutefois vous avez des doutes sur certaines choses. Sachez aussi une chose, parce que je sais que le plus souvent, on est déjà tellement content lorsqu'on décroche son prêt. Mais n'hésitez pas à frapper à toutes les portes des banques, même celles qui vous refusent. Sachez que vous pouvez, il y a quand même pas mal d'établissements bancaires. N'hésitez pas à aller frapper chez l'une ou l'autre et de faire jouer la concurrence également si on vous propose un prêt. Et sachez également une chose, plus le prêt est long, plus forcément les taux d'intérêt seront plus élevés. Mais dites-vous que rien n'est impossible, que tout est possible. Mais voilà, n'hésitez pas à aller voir plusieurs banques. N'allez pas forcément voir que votre banque, hein, parce que parfois ça peut se jouer à un petit détail près. Mais si voilà, vous faites jouer plusieurs banques, vous pourrez peut-être même avoir plusieurs taux différents.
même si ça se rapproche, mais l'idéal c'est d'avoir le taux le moins élevé possible. En parlant de taux, sachez une chose, comme je vous l'ai dit dans la vidéo, 5% en moyenne, c'est ce qui est constaté pour les taux actuels. Mais sachez une chose, c'est que là ça monte au niveau des taux, mais on ne sait pas demain ce qui va se passer. Soit ça peut continuer à augmenter, soit ça peut se réduire. Dites-vous une chose, si vous arrivez à emprunter, donc vous arriverez forcément à emprunter moins puisque les taux sont très élevés, mais par contre, rien n'est figé, rien n'est bloqué. Si vous souscrivez à un taux à 5%, dites-vous que lorsque ça baissera, et vous en serez informé puisqu'on en parlera dans les médias, dites-vous que vous aurez quand même la possibilité de rediscuter de votre taux. Si par exemple, je dis une bêtise, les taux sont en descente, arrivent à 3%, ben, rien ne vous empêche d'aller voir votre banquier et lui dire que vous voulez renégocier votre taux puisque actuellement les taux seront descendus. Vous voyez? Donc rien n'est perdu. Si votre taux passe à 5%, dites-vous que quand ça baissera, il suffira simplement de renégocier vos taux. Donc là, encore une fois, rien n'est perdu. Donc j'espère en tous les cas que tout ce que je viens de voir avec vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair, de voir à quoi vous avez droit, mais il n'y a que vous qui pouvez vraiment, dès le départ, vous renseigner correctement. N'attendez pas sur les autres pour pouvoir se renseigner à votre place. Faites-le de vous-même. En plus, déjà, vous aurez beaucoup plus d'assurance. Lorsque vous irez voir votre banquier, vous aurez beaucoup plus d'assurance. Et vous saurez que, voilà, il m'a proposé ça, mais derrière, je peux avoir ci, je peux avoir ça. Très important également, l'assurance emprunteur. Aujourd'hui, on sait que l'assurance emprunteur peut être, en fonction des banques, très élevée et faire partie d'une grosse part aussi de votre budget. Donc aujourd'hui, je pense que vous en avez certainement déjà entendu parler, on peut, grâce à l'assurance, on peut réduire le coût du prêt. Donc ça aussi, renseignez-vous parce que ça peut être quelque chose de très très important. J'espère en tout cas que ça vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair et que vous permettre de vous aider. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je pourrais vous répondre en commentaire, il n'y a aucun problème. Ou si certains d'entre vous ont déjà passé le cap et ont déjà eu l'expérience, bonne ou mauvaise, ça peut être sympa aussi de nous les relater en commentaire. Mais sachez que rien n'est impossible et que vous pouvez aller jusqu'au bout de vos rêves. Il n'y a pas que les riches qui peuvent acheter. Si vous faites tout ce que je vous ai dit, notamment au niveau de vos comptes bancaires, qui est la chose la plus importante en mon sens, vous pourrez acheter, que ce soit un garage, que ce soit un pavillon, que ce soit une maison, que ce soit un appartement, aussi petit ou grand soit-il. Tout est possible, mais il faut bien sûr que vous vous en donniez les moyens. J'espère en tout cas que ce format de vidéo vous aura plu. Si c'est un sujet qui vous intéresse, si vous avez d'autres questions ou même des idées de vidéos sur ce sujet, n'hésitez pas, je me ferai un réel plaisir de pouvoir vous aider. Cette chaîne YouTube parle de luxe, c'est vrai, mais pour moi, je suis désolée, aujourd'hui, investir ou tout simplement acheter reste un luxe parce que tout n'est pas donné, tout devient de plus en plus cher et quel que soit le secteur d'ailleurs. Voilà, ben, écoutez, j'espère en tout cas que ça vous aura plu, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir.